Bonne année. Bonne année. Bonne santé et jouez bien pendant toute l'année. Bonjour à tous. Bienvenue sur le. On a complètement grillé les oreilles de nos auditeurs d'entrée de jeu, je pense. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, premier jeudi du mois et donc forcément un one shot. Premier jeudi de l'année. Premier jeudi de l'année, exactement. Et donc forcément un one shot avec Jeff qui a fait le trajet pour nous. Jeff, ça va? La patate, la forme? Bah impeccable. Alors avec quoi est-ce que t'es venu? Un petit jeu qui s'appelle Wurm. Wurm. Ça se prononce Wurm? Oh, ouais, je pense que c'est Wurm, il me semble. Ouais. Vu qu'il y a un umlaut dessus. Et puis on est aussi avec Flavie et Thomas. On ne les présente plus. Hein. C'est un peu nos piliers de comptoir du podcast de la cellule. Les mascottes. Les mascottes. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Wurm. Déjà, pourquoi ça s'appelle Wurm? Alors Wurm, si j'ai revisé un petit peu mon histoire en théorie, donc Wurm correspond à la dernière période d'ère glaciaire du côté de l'ère préhistorique. D'accord. Donc à ce niveau-là, Wurm, c'est le but étant de jouer des hommes préhistoriques, on va dire, mais en sortant peut-être du carcan des BD de Rahan par exemple. D'accord. Même si je suis assez fan de Rahan. Et c'est un petit peu ma jeunesse aussi. Parce que Rahan, donc on n'aura pas de propre. pagne et on n'aura pas un couteau et on défaussera pas des tigres dents de sabre. Ouais, on peut s'y approcher, on va dire. Il y a différentes façons de le jouer, mais c'est vrai que bon, c'est une période que je pense que pas beaucoup de personnes connaissent en réalité cette époque. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui jouent dans cette ambiance-là. Bah, je crois pas. Non, j'ai fait un peu le tour et j'ai pas trouvé. Non. Et mais c'est vrai que je pense que de base, j'imagine pas le rôliste chercher forcément cette époque-là. Mais bon, après c'est peut-être mon avis, un peu cliché. On est tous plus ou moins à chercher du médiéval, du contemporain, ce genre de choses. Et Wurm, moi je suis tombé dessus vraiment par hasard. Il y a une volonté de réalisme au niveau du jeu. Alors c'est ce que j'expliquais, c'est que je tentais d'expliquer. Il y a deux perspectives au niveau du jeu. Donc la première qui est plus, on va dire, qui rajoute de la fantaisie dans une ère préhistorique, ouais, avec des créatures fabuleuses, du chamanisme, de l'animisme. D'accord. Et sinon, il y a une volonté aussi de la jouer dans une autre phase, qui est un peu plus cartésienne, on va dire, où finalement, on va dire que le chaman local, c'est pas de la magie à proprement parler qu'il va utiliser pour soigner des personnes. Très rapidement, on va comprendre que c'est en utilisant des plantes ou ce genre de choses qu'il va y arriver, quoi. D'accord, ok. Et du coup, tu vas nous faire jouer dans quel style? On va être des magiciens qui défonçons des bêtes ou on va être cartésiens? Alors pas vraiment. Le tout départ je pense, d'une campagne de Wurm, c'est de commencer justement jeune adulte, parce qu'il y a tout un système donc de prestige, on va dire. D'accord. Justement, tu peux nous parler du système si tu veux. Facile. Alors, en gros, déjà, ce système de prestige, donc, qui se base notamment sur la bravoure, la générosité et dans les règles optionnelles de la sagesse. D'accord. Donc, en gros, c'est en générosité et sagesse. Voilà. Je répète parce que pour les auditeurs, à l'oral, c'est chaud de retenir. Ouais, voilà. Et une petite troisième, bravoure, générosité, sagesse. Voilà. Sagesse, c'est pour la version techniquement optionnelle, qui est sorti après dans le compagnon. Et qui sert à la magie, justement. C'est pas mal d'errata, on va dire. Un bon vieux compagnon, je dirais que les compagnons qu'on peut trouver dans certains JDR anglais, notamment du White Wolf et compagnie, le fameux compagnon. Mais donc, alors, ce système de prestige est avant tout là pour pouvoir se démarquer et faire valoir son statut dans la tribu, dans votre tribu natale. Le but quand même aussi, c'est de rester dans la même tribu. Même si vous allez voyager et compagnie, c'est très rare de ce que j'ai compris que des personnages se retrouvent soit dans une autre tribu, éventuellement à faire leur propre tribu plus tard. Par contre, ça c'est pas le problème. On va pas voyager beaucoup, quoi. On va rester dans. Si quand même, justement. Mais après tout dépend ce que vous pouvez jouer. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut jouer? On va dire, je sais pas si c'est le terme qui sera le plus particulier, mais en théorie, il y a deux races principales. Donc, il y a d'un côté ce qu'on appelle les hommes longs, qui sont finalement les Cro-Magnons, les Homo sapiens. D'accord. Et de l'autre côté, il y a les Néandertals, qu'on appelle dans le jeu les hommes ours. D'accord. Donc, c'est au choix, sachant que moi, de ce que j'ai pu voir des scénarios qui sont sortis pour Wurm, la plupart du temps, ça s'adresse généralement aux Néandertals. D'accord. Vu que qu'ils vont disparaître, c'est ça le truc. Bah, il y a attention, c'est une des thématiques. Les récentes découvertes montreraient le contraire. Finalement, ils se sont accouplés. Bah oui, tu sais bien.
Qu'on descendra en fait des Néandertaliens. C'est bien cette histoire de... Non, t'as pas... Non, mais je vais aller réviser. Je vais aller sur la page Wikipédia. Non, c'est beaucoup. En tout cas, la relation entre les deux espèces, je préfère dire espèce que race. J'aime pas ce terme. Les deux espèces sont très, très, très compliquées, très complexes à établir. Mais justement, on s'en fout. Bref, on s'en fout. Bienvenue sur Historia, le podcast de la paléontologie. Et surtout, ne prenez pas un somnifère. Mais bon, alors donc. Toujours est-il donc, voilà, il y a ces deux espèces proposées. Moi, personnellement, je me sentirais plus de faire de l'homme long parce que de ce que j'ai pu sentir, ça me fait penser pas mal à des choses amérindiennes. Je suis assez fan de culture amérindienne. La preuve en est sur ce que j'ai pu voir dans le jeu, ne serait-ce qu'au niveau des noms. Le Néandertal, ça va être un nom généralement en drac, enfin des noms assez particuliers. Chez les hommes longs, la plupart du temps, c'est des surnoms. D'accord. Ça va être, je sais pas moi, œil de braise ou ce genre de choses. Voilà. Cuisse du diable. Cuisse du diable. Ouais, bon. Par contre, c'est propice au jeu de mots, ça c'est clair et net. À jouer avec des joueurs disciplinés. Et donc, qu'est-ce que nous propose le jeu ? Qu'est-ce qu'on va jouer ? Est-ce qu'on va mener des enquêtes ? Est-ce qu'on va partir à la chasse ? Je dirais c'est clairement de la survie dans ce monde-là. Sachant qu'il ne faut pas non plus voir la chose comme étant on se fait attaquer en permanence. Non, c'est plus de la survie dans le sens qu'est-ce qu'on va manger, il faut partir à la chasse, faut éventuellement régler les problèmes avec les tribus voisines. Forcément après il y a un système de troc. D'accord. Qui est donc le troc qui est dans le système de la générosité que j'ai expliqué dans le prestige. D'accord. Ouais. Donc je reviens vite fait sur ce système-là parce que je l'ai c'est vrai qu'on l'a abordé. Mais... Donc en gros, la bravoure, ça va être par rapport aux actes, je dirais, guerriers et de chasse, à proprement parler. Donc forcément, plus tu vas tacler quelque chose d'assez costaud, d'assez dangereux, ça va en découler auprès des autres membres de la tribu. La générosité, c'est par rapport au système de troc en général. Générosité, faut pas voir ça comme étant le truc gentil, quoi. C'est il est bon, il donne plein de choses. Non, il y a quelque part quelque chose d'intéressé et autre pour montrer sa force. D'accord, ok. Et la sagesse, donc qui reste optionnelle. Sa puissance économique, en fait, j'ai envie de dire. Quelque part, on sent le début, quoi. Ouais. On va sentir le début. C'est les préquels de l'économie, quoi. Tout à fait. Et la sagesse, donc que j'explique comme étant optionnelle, la sagesse, ça va être vraiment, je dirais, par rapport au roleplay. Avec un personnage un joueur qui va sortir quelque chose de vraiment intéressant à ce moment-là, qui va faire avancer le schmilblick, ou qui va justement essayer de modérer les autres, ce genre de choses. Tom, tu voulais intervenir ? Oui, je veux savoir comment se résout les conflits dans le jeu. Les conflits, c'est vrai qu'on lance des dés. Je veux ouvrir une porte en pierre qui a été les bloquée. Les portes n'existent pas encore. Ils font pas de porte, les salauds. Tu veux défoncer l'entrée d'une grotte. Je veux chasser mon mammouth, j'ai faim. Comment je résous pour savoir si j'arrive à chasser le mammouth ? Donc on va rentrer véritablement dans le système. C'est un système donc dit à 2d6. Toutes les résolutions se jouent comme ça. Après, au niveau, est-ce qu'il y a des compétences, des caracs et compagnie, le système est vraiment très très simple dans le sens où on utilise ce qu'on appelle des forces et des faiblesses, qui sont à la fois des caracs et des compétences. D'accord. Je m'explique. Au niveau des forces, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux espèces sont obligées d'en choisir déjà dans une paire. Alors, une paire de burmes. Et on a trouvé t'es ton en surnom. forme, toi. Non, je prends par exemple le coup des hommes longs. Ils ont tous les deux à choisir au départ entre habilité des ancêtres et vitesse du cheval. Donc, notamment, qu'est-ce que c'est vitesse du cheval ? Ça va te permettre de courir plus longtemps et de courir plus vite. D'accord. Donc cette force-là va rentrer vraiment en compte quand tu vas faire des actions de ce type-là. Et dans ce cas-là, tu n'auras pas 2d6 à jeter, mais 3d6. D'accord, donc c'est toujours un D6. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, pour chaque jet, on a 2d6, et si on a un trait qui est lié à l'action qu'on va faire, on gagne un dé. On gagne un dé supplémentaire. Tout à fait, à fait, sachant qu'après... C'est un système d'avantages et défauts qui fonctionne avec des dés... Je suppose qu'avec les défauts, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si tu as un défaut qui rentre dans ton action, à ce moment-là, tu perds un d6. Tout à fait. Sachant que à la base, au niveau du système de création, vous avez accès à 3 forces. Sachant que, comme je l'ai expliqué, il y a une force à choisir parmi la paire par rapport à votre espèce, et les deux autres qui sont libres, et éventuellement une 4e, mais à condition de prendre une faiblesse
pour contrebalancer le tout. D'accord. Sachant qu'après, au point de vue compétences, on part du principe que chaque homme préhistorique est capable de faire du feu, est capable de partir en chasse, donc pister, rabattre le gibier et compagnie. Il y a des compétences sur la fiche de perso? Non, du tout. C'est vraiment géré par c'est vraiment géré par le maître de jeu. Moi, c'est ce genre de système-là que j'aime bien. C'est-à-dire que ça pousse aux joueurs à dire, je vais faire ça. Et là, le maître de jeu va trancher en disant, écoute, tu me fais un jet de ça. Ah ouais, mais j'ai telle force. Ah écoute, dans ce cas-là, tu rajoutes un D6. Ça me fait vachement penser à Sens, là, pour le coup, ce jeu où tu as la cohérence. Tu te dis, si c'est cohérent, tu le fais de toute façon. Et puis si non, on peut faire un jet. Ça fait penser à Humanidine. Humanidine. Effectivement, il y a ça. Bon, l'auteur après ne Alors fait pas partie de 7e cercle. Tu pourrais nous parler rapidos de l'auteur. Faut pas l'oublier. Donc l'auteur, Emmanuel. C'est un jeu amateur. C'est un jeu amateur. Je trouve en voie d'édition ou... Il a une belle histoire. Je vais t'expliquer ça. D'accord. Installez-vous bien. Donc en gros, le jeu a été fait par Emmanuel Roudier, qui à la base est un dessinateur scénariste de BD franco-belge. C'est-à-dire qu'il a sorti 2 cycles de BD justement sur ces époques-là. Donc un premier cycle qui s'appelle Vohuna et le deuxième qui s'appelle Néandertal. Et forcément, Wurm fait partie de cet univers qu'il avait déjà montré. Il a eu l'idée de faire le jeu de rôle, et au départ, il a été conçu notamment sur le forum de la Cour d'Oberon. Et donc il était en téléchargement gratuit et autres. D'autres personnes sont venues se greffer et ont proposé des scénarios, des illustrations et autres. Bon, sachant que la plupart des illustrations ont été faites par Emmanuel Roudier. Donc notamment, très belles d'ailleurs. Ils sont de qualité. Enfin, j'apprécie ce style-là. J'aime bien moi aussi. Et donc il y a une autre personne qui a aidé à concevoir quelque part, surtout au niveau des scénarios. Il se fait appeler Yodram, donc qui est cité à plusieurs reprises dans le jeu. Sachant que c'est sorti en 2007. Et en 2009, Wurm a eu le prix de la FFJDR, le prix 2009 du jeu de rôle alternatif. Ah, c'est là que j'en ai entendu parler. D'accord, ok. Et depuis cette année, il est édité par les éditions Icar. D'accord. Où justement la plupart des sorties en téléchargement gratuit à l'époque, donc il y avait le livre de base, il y avait une campagne qui avait été faite par le dénommé Yodram, et après plus tard, selon les retours qu'il y a eu sur le forum, est sorti le compagnon que je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Qui donnait pas mal d'errata, mais c'était pas simplement un listing d'errata. Ils sont vraiment rentrés dans l'explication de comment vivre à l'époque. Et comme tu dis, aller plus loin. Et apparemment, donc j'ai pas encore eu l'occasion de récupérer l'édition papier, ça ne serait tardé. Entre guillemets, de ce que j'ai compris, il y aurait le livre de base et le compagnon qui seraient directement intégrés. D'accord. Je ne sais pas par contre s'il y a d'autres règles qui ont été rajoutées ou d'autres backgrounds, mais par contre ce qui est sûr, c'est que la plupart des illustrations étaient faites par... Donc là, on va jouer à une version que tu as téléchargée. Eh oui. D'accord. Okay. J'espère me pas me faire taper dessus. À l'époque, il était amateur. Il était amateur. Donc, alors peut-être cette version est datée, on ne sait pas, peut-être qu'il y a eu des modifications. Peut-être. Bon, ça va déjà nous permettre de nous faire un avis sur le jeu. Je crois que c'est parti, on va s'y mettre, hein, Tom. Allez, on joue. Allez, allons-y. Je pense que c'est bon, là. C'est bon, c'est sérieux, là, on joue. Comme dirait Soulfly, back to the primitive. Bon, et bien voilà, partie terminée. On a plein de choses à dire. Ça me fait beaucoup penser à un jeu qu'on a testé, mais qu'on n'a pas encore diffusé. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Ça me fait penser à Milvaux. C'est un jeu de Picatoulou dans lequel on est en fait parmi un village, et puis on doit se déplacer de village en village pour effectuer soit du troc, soit soigner quelqu'un par exemple. On doit se balader. Ah d'accord. Et donc tu vois, du coup, pour résumer un petit peu pour nos auditeurs, le scénario qu'on vient d'effectuer, c'était l'histoire d'un de nos guerriers dans notre petit village qui se retrouve blessé, et on doit aller au village voisin à 3 jours de marche pour trouver une solution à son mal. Voilà, donc tu vois, ça me fait vraiment penser à... Mais du coup, le podcast sur Milvaux, c'est le mois prochain. Alors, c'est marrant. On va pas trop tricher dans ce cas-là. Le système est différent, hein, donc... le système est totalement différent, mais dans le trip des petits villages perdus dans la jungle, avec des dangers qui nous guettent à l'extérieur de ces villages, avec... moi, ce que j'ai trouvé aussi dans le jeu, là, c'était vraiment la pression hiérarchique, qui est vachement intéressante. C'est-à-dire qu'on a le côté, il y a un chef, il y a des guerriers, et nous, au début, on commence par jouer des enfants.
Et donc des enfants, des jeunes adultes. Des jeunes adultes, ouais, c'est vrai que 16 15, c'est sûr. C'est sûr que d'un autre côté, ouais, je dirais le côté un peu méritocrate, pour utiliser un terme bien barbare, mais c'est vrai, le fait de faire ses preuves et compagnie est peut-être plus important que dans certains jeux. Et je trouve ça quelque part intéressant, quoi. Mais c'est une vraie motivation pour le roleplay et tout. Au moins, tu te poses pas la question de savoir qu'est-ce que tu veux. En fait, tu veux monter dans le prestige. Puis pour avoir le droit de choisir ton épouse ou ton époux. Ça te donne plein de trucs, en fait. Donc effectivement, on a cette carac de prestige sur la feuille de perso qui va augmenter en fonction des actions, donc de la bravoure, de la générosité ou de la sagesse, des actions sages du personnage. Et donc, à partir d'un certain stade, ça c'est vrai que tu l'as pas dit en préparation du podcast, mais à partir de 50, on a le droit de se marier. À partir de 50 points, on a le droit de se marier. À partir de 100, on peut réclamer de plus belle part lors des repas. Voilà, donc on a envie de gagner du prestige parce que ça nous donne de la possibilité de jeu. Le petit truc aussi qui t'a fait sourire tout à l'heure, le fait que donc 50 points, l'autorisation d'épouser, mais c'est à 100 points qu'on peut choisir la personne avec qui on veut se marier. Ouais, ça c'est marrant. Ça t'a fait triper tout à l'heure. Ouais, c'est assez fun. Thomas, qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu? Comment t'as trouvé le jeu? Par où commencer ça? Alors le jeu effectivement est pas mal. Après c'est vrai que en partie moi aussi ça m'a fait penser un peu à Milvaux sur le fait que on se retrouve. On a un village pour survivre, c'est-à-dire on commence avec quasiment pas de bouffe, c'est-à-dire que nous on a commencé le village au nombre de rations, on avait de quoi tenir 2 jours pour toute la population du village. Ouais. Donc là on se dit faut chercher de la nourriture. Moi, ce qui m'a beaucoup plus... La nécessité crée du jeu. Voilà, la nécessité crée du jeu, ce que disait Picatoulou. Mais vous verrez ça le mois prochain. Le mois prochain, vous l'entendrez de vivre. Non, mais rapidement, si je peux intervenir, moi, personnellement, ça me donne vraiment envie d'aller jeter un œil sur le jeu que vous me citez, là. C'est un jeu d'horreur, après. Alors que là, c'est pas un jeu d'horreur, non, pas vraiment. Il peut y en avoir. C'est selon l'aspect du fantastique que le maître de jeu veut mettre à l'intérieur de ces scénarios. Effectivement, il y a plein de choses assez décrites, des zombies. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé, le fait que la magie soit un peu plus cachée. C'est-à-dire que si tu fais bien les rituels et que tu suis bien ton petit quotidien, en fait, tu peux très bien faire tout le scénar en te disant qu'en fait, il y a pas de magie dans le jeu, en fait. Et même quand tu fais pas, en fait, il y a un moment, on n'a pas fait de notre rituel au soleil. Est-ce que c'est pour ça qu'il a plu après? On peut se poser la question. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est vrai que le jour d'après, il a plu. Mais par exemple, sur le coup de la pluie, ce que je rebondirais, c'est que effectivement, par rapport au rhume que toi t'as chopé, Tom, effectivement, un médecin, quelqu'un qui s'y connaît aurait pu te donner des plantes pour faire partir ton rhume. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'un chaman aurait pu faire en sorte de chasser l'esprit du rhume que t'as en toi, façon de parler. Justement, je voulais citer un jeu qui avait Pavillon Noir. Ou dans un des suppléments, il explique qu'en fait, quand il y a un orage, chaque nation, on va dire que les Occidentaux ont une façon propre qui est, il y a eu un problème de météo qui a fait ça. Les habitants des îles qui eux sont plutôt dans les rituels vaudous vont dire il y a un esprit qui a été courroucé. Et je trouvais que tout le long du jeu, justement sur le fait de la médecine, le fait apparemment les hommes préhistoriques pensaient que c'était des esprits en fait qui rentraient dans le corps et qui donnaient un mal. Tu vas voir un chaman, il fait ton rituel, il t'enlève ce mal et c'est effectivement une vraie résolution. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce côté de dire c'est bien beau, tu vas voir ton chaman, mais en fait il te fait rien, tu vas quand même crever. Non, il fait vraiment une vraie action et je trouvais qu'il y reste toutes les poésies du jeu qui est que moi il y a un moment dans le jeu on s'est retrouvé que il y a un gars qui est en train de se noyer dans une rivière qui est à côté de notre village. Moi, j'ai eu les réactions de mon personnage qui a été... je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier la rivière pour essayer de sauver les gens. Et je pense que... Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, la personne a été sauvée et qu'après, ton perso a mis ça au crédit de son action en disant non, mais c'est grâce à moi. C'est parce que c'est largement possible que ce soit grâce à moi. Parce que je pense que les mécaniques du jeu permettent de faire ce genre de choses. En tout cas, permettent de supposer que ça existe. On va dire que c'est... alors, c'est un animiste qui est pas théorique, qui est complètement pratique. Et effectivement, pour niveler le côté fantastique, c'est, selon le maître de jeu, à lui de voir si l'animisme est théorique. Donc dans ce cas-là, on va dire ce sera plus cartésien, ou l'animiste pratique, où là effectivement le chaman va chasser l'esprit ou ce genre de choses. Mais il y a quelque chose quand même qui rend et c'est très intéressant. Pour moi c'est le cœur du jeu et c'est la force de ce système. Il y a quelque chose qui rend cette magie, matérielle, concrète. C'est le bol de dés palpable, c'est le bol de dés au milieu de la table. Les gens, le matin, lorsqu'ils prient le soleil, ils mettent
enfin ils vont avoir la chance de peu pouvoir importe l'esprit, faire hein. un jet de dés, peu importe l'esprit, mais lorsqu'ils font leur prière du matin, lorsqu'ils font le rituel lié à leur culte, ils ont le droit de lancer un dé, de lancer des dés et de réussir ce jet pour obtenir le droit de verser des dés au bol commun. Donc où est-ce qu'on tout appelle le la monde manne, peut puiser dans le bol commun, y compris ceux qui n'ont pas fait leur prière. C'est-à-dire que on peut tous profiter de l'avantage, mais il faut faire le rituel du matin pour permettre aux autres de le faire. Ça, c'est vachement intéressant. C'est bien des tensions autour de la table, je trouve, qui correspondent aux tensions qu'on peut avoir dans le village. Ouais, voilà, genre, ça, t'as pas fait ton rituel, et ben autour de la table, tu vas te mais t'as pas fait ton jet de dés. Voilà, on va avoir une espèce de... Alors ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant, quoi. L'autre côté aussi... ça rend tangible. Ce que je suppose, c'est que foi. la manne est aussi gérée en partie par le maître de jeu. Thomas. C'est-à-dire que je suppose que si à un moment ou un autre, un joueur ou la table ne fait pas les actions que demande l'esprit dans lequel il croit, je suppose que le pool de dés peut se vider. Ah, complètement. Il peut y avoir des soucis. Ouais. Complètement, ouais. C'est quoi ça? Voilà. Je crois qu'il y a un téléphone qui vibre. Ah, d'accord, je me demandais où c'était, je croyais que c'était la musique d'ambiance. Un rappel à la technologie actuelle. Donc voilà. Donc sur ce côté-là, je dirais que le côté la manne est vraiment bien. Pareil, tu nous as cité un exemple qui était que quand si un joueur jette un dé et que pour une raison justifiée, le MJ considère que le dé qu'il a pris dans la manne il s'est fait pour une action qui correspond pas aux esprits, le dé peut disparaître et vous dire bah tu vois le succès que tu as fait avec ce dé n'existe pas. Ouais, tout à fait. Ça d'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que je pense que c'est pas au maître de jeu de le juger en fait, c'est plutôt aux joueurs autour de la table. Et le fait qu'ils prennent un bol dans le dé va forcément amener un dé dans le bol. Un bol dans le dé, ouais. Un dé, le fait qu'ils prennent un dé dans le bol va forcément en fait amener les autres joueurs à avoir un certain regard sur lui. Et donc de toute façon en fait la sanction elle est là, c'est-à-dire que mais en même temps dans le jeu là on retrouve bien que le MJ est comme ça s'appelle ce côté divin. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait limite faire en sorte que les joueurs font les rituels sans forcément se dire ah ça sert à rien et tout. Et en fait le MJ ils disent bah si moi je fais attention à vos actions que vous faites et bah si vous transgressez vous allez avoir une réaction, les dieux vont pas être contents, quoi. Donc ça, par contre, ce que je dirais, sur le côté divin, effectivement, c'est le cas. Mais après, il faut bien voir selon aussi l'esprit tutélaire du clan, enfin les esprits tutélaires du clan, ce qui est vénéré. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme. C'est-à-dire que dans une tribu qui pourrait être assez brutale et barbare, faut pas s'attendre entre guillemets à ce que les esprits soient aussi sympathiques et compagnie. Donc on pourrait très bien attendre, par exemple, que les joueurs doivent tuer des gens pour mettre des dés dans le bol. Ça pourrait, en disant voilà, j'ai tué un adversaire, je te rends grâce de cette victoire ou un truc comme ça. Et vous savez à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser à la manière dont on jouait à Nobilis. Tu te souviens avec le système de la fontaine en fait qui est au milieu du sanctuaire de l'Imperator, et plus vous en tant que nobilis de la porte par exemple vous faites des actions pour favoriser l'ouverture de portes dans le monde, ou nobilis du livre l'impression de bouquins à travers le monde, et plus votre fontaine se remplit, et ces fontaines servent de pex commun pour construire le sanctuaire et construire les PNJ qui sont dans ce domaine. Ouais, mais là vraiment je trouve que l'avantage en plus c'est que mine de rien on est réunis autour de ce bol, ça fait la team elle devient vraiment une tribu. Je trouve que même du point de vue de la disposition, il y a vraiment le côté préhistorique, comme on pourrait l'imaginer dans nos petits... Autour du feu, autour de notre manne. Voilà, il y a vraiment le côté tribu qui apparaît, et je trouve que ça donne vraiment, encore une fois, des objectifs. C'est fort dans l'esthétique. Thomas? Alors, c'est vrai que quand tu parles de Nobilis, j'ai pensé aussi à Nobilis, donc rien que pour la manne, mais aussi pour autre chose. Sur le côté du village, nous, quand on avait fait du Nobilis, on avait notre domaine qu'on devait gérer, donc faire le décor, gérer donc des points de magie qu'on devait mettre en réserve. Tout à fait. Et là, on se retrouve avec ce côté dans Wurm, qui est, on a dès le départ, on dit qu'il y a un village. Le village, il est composé, je sais pas, d'une vingtaine de personnes. À peu près, ouais. Ouais, en gros maximum. On dit, voilà, vous avez tant de ressources, vous avez tant de nourriture, sachant que c'est, vous êtes tant de guerriers. Il y a un côté Populous qui est, moi j'ai mon village. Ah, tiens, je croise un guerrier qui est pas loin. Je dis, nous, on en manque un peu. On va essayer peut-être de le ramener, essayer de trouver une fille qui va permettre de se marier avec elle. Et donc, on se retrouve à vraiment gérer le village. Rien que déjà, moi, dès que tu m'as parlé des points de victoire, vous en avez 80 dès le départ. Effectivement, si je puis me permettre, c'est un aspect que j'ai pas cité en introduction du podcast, parce que c'est un truc que je voulais vous faire découvrir. C'est un truc, moi, personnellement, sûrement, c'est à cause de ça que je me suis mis à maîtriser Wurm pendant un temps. Je me suis intéressé à ce jeu-là parce que c'est vrai qu'on trouve pas souvent ce genre de cas-là. Enfin, en tout cas, à mon avis. Et c'est assez plaisant, quoi.
Pas forcément interpréter son personnage, essayer de faire un peu de une gestion quoi. Ouais, une gestion, tout à fait. En même temps qui est vraiment bien. C'est vraiment sympa. Et même la création de perso, je trouve que elle te met aussi dans l'ambiance. C'est-à-dire que pour créer des personnages, tu dois choisir tes forces et elles ont toutes un lien avec les animaux. Donc du coup, moi je me suis mise à imaginer plein de trucs. J'avais la vitesse du cheval, la présence de l'auroch. Tu te vas triper ton perso autour de ça. Très amérindien au niveau de l'esprit de la création du personnage. Complètement. Deuxième point qui fait que j'ai beaucoup aimé le jeu. Alors moi j'ai justement sur ce point-là, alors tu vas me dire Jeff si c'est clair ou pas. Moi j'ai trouvé que tu vois par exemple quand tu devais présenter un personnage, par exemple tu vois moi je jouais un personnage qui s'appelait donc Agnar surnommé Tête de Merle. J'avais donc les forces suivantes qui étaient habilité des ancêtres, prestance de l'auroch, force, enfin c'est force, grâce du cygne. Ouais, on avait une tête de beau gosse quand même. Est-ce qu'on pourrait pas effectivement faire dire que quand tu présentes ton personnage, tu dis tes forces en plus? Voilà, moi mes atouts c'est telle chose. Et je trouve que ça correspond bien peut-être à une présentation de perso quoi. Voire même en faisant même plus subtil, en faisant ta description, tu peux donner des synonymes ou ce genre de choses. Des idées. Ouais, carrément. Il y a aussi un autre truc que je trouvais pas mal, donc ça c'est pareil, je l'ai pas lu la base, donc là dans le scénario on l'a pas forcément ressenti, mais c'est peut-être plus loin. C'était ce côté, à un moment tu parlais, il y avait une force qui était liée au feu. Alors je me rappelle plus exactement lequel c'était. La flamme de la salamandre. La flamme de la salamandre, qui permettait donc d'avoir des bonus quand on faisait un feu, mais aussi pour s'en défendre. Voilà, on pouvait aussi s'en défendre, c'est-à-dire que si on prenait des blessures de feu, issues du feu, on prenait moins de dégâts. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc moi, quand tu m'as présenté cet argument-là, l'idée qui m'est venue en tête, c'est le côté chamanique, dire comme si l'être était vraiment possédé par un esprit qui au moment de la manifestation du feu, va dire, je vais te protéger. Ça va plus loin que ça, à vrai dire. C'est carrément un lien totémique. Faut voir ça vraiment comme le côté totem. Bon, le totem, c'est un truc en jeu de rôle qu'on voit souvent, mais là, il est vraiment assez prononcé. Dans le sens, je vais prendre le cas de Fly avec son prestance de l'auroch. Toi aussi, tu l'avais, Tom. Par contre, il vous est interdit, en contrepartie, de manger de l'auroch. Mais c'est pas, faut pas voir le côté. Moi, je pense que c'est pas un côté religieux. C'est que c'est entre guillemets, ce serait comme si vous mangiez vous quelque part. Voilà, donc c'est pareil. Donc dans cette idée-là, j'ai l'impression vraiment que toute l'image a vraiment été écrite là-dessus sur le jeu. Rien que le fait que les forces soient liées à des animaux, moi directement, je voyais le côté chamanique. Et c'est vrai que dès la création de personnage, on est vraiment à fond dedans, quoi. Ouais, et puis même le côté quand tu as ta tribu, tu as une série d'interdits. Moi, ça m'a vraiment rappelé plein de lectures que j'avais pu avoir en sociaux, etc. Où vraiment les tribus, t'as des interdits, ils sont forts, faut les jouer, et c'est justement ça crée vraiment du jeu. Ouais, c'est là encore, c'est vrai que tous ces principes, il y a de la création de jeu dès le début. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnages qui vont être orientés vers des totems, donc vers des croyances. Inversement, moi par exemple, j'avais décidé de faire un personnage très pragmatique, qui avait aucune culture religieuse et qui justement considérait que c'était de la superstition. Qui me faisait fortement penser à Rahan d'ailleurs. Alors, moi je connais pas du tout Rahan, à part celui de Gameblog, que je salue. Mais moi je ne connais pas Rahan, donc je m'en suis pas du tout inspiré, mais je me suis dit ça va être rigolo dans un univers comme ça d'essayer de prendre le contre-pied, et avec ce système de pool de dés en plus que les gens rechargent en priant. Moi, si je prie pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu quand même le droit de prendre mes dés pour avoir mes bonus et tout, alors que je priais pas. Mais t'as dit qu'il y avait un truc quand le bol était vide. Ouais, alors, ce qui se passe proprement quand le bol est vide, donc quand il tombe à 0, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir carrément reconstituer le bol. Mais attention, c'est quand vous allez faire votre prière, ça va mettre un dé. C'est ce que vous pensez? En vérité, non. C'est comme si votre bol, il était à -12. Ah, d'accord. Donc il va falloir, entre guillemets, faire des coups dans le vide, façon de parler. Ouais. Prier pour rien. Ah, et donc on va avoir le doute. Ah là là, et le doute va s'installer. Est-ce qu'on prie pour quelque chose? Carrément, voire même en faisant des actes de contrition quelque part, en faisant des choses un peu plus Alors, juste pour finir sur l'idée que je voulais défendre, c'est que la fiche de personnage est orientée pour créer des conflits autour des joueurs, je pense, entre les joueurs autour de la table. Là, on avait la fille du chef. Ah oui, je pense. Je pense qu'il y a quand même cette idée qu'on avance ensemble parce qu'on n'a pas le choix. La nécessité, la nature nous contraint à avancer ensemble. On est, justement, comme disait Thomas, il y a le côté populous, on forme un village uni qu'on doit entretenir. Mais en même temps,
je pense que les qualités, les faiblesses de chacun vont faire que les joueurs vont forcément, au bout d'un certain moment, se prendre la tête sur des visions du monde, etc., etc. Ça, j'en suis convaincu. J'en suis sûr. Et c'est pour ça que ça crée du jeu. Et enfin, la nécessité, tout simplement, la nécessité. Le fait d'avoir besoin de rations, etc., ça va forcément à un moment donné créer des conflits. Est-ce qu'on dépense, par exemple, là, on a eu un problème avec Thomas qui disait non, faut pas prendre trop de rations parce qu'on va pénaliser le village. On n'a pas le droit, par égoïsme, de prendre davantage de rations. Thomas qui veut, par exemple, très bonne scène aussi, il veut donner une ration à la rivière. Il veut donner, en gros, son sentiment de faim à la rivière et donc il s'empêche de manger. Mais en même temps, il met en péril la mission qu'on est en train de faire parce que devenant moins efficace, etc. Et je pense que il y a beaucoup de choses comme ça qui vont apparaître dans les parties. Et puis même dans les faiblesses proposées, toutes les faiblesses, du coup, ont des implications sociales, même les faiblesses physiques. Quand tu as une faiblesse physique, du coup, tu es moins utile au village. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as une faiblesse mentale, genre colérique, et que tu la joues vraiment, c'est drôle, quoi. Ouais, toi, par exemple, ton personnage était colérique. Bon, il y a eu des conflits autour de la table à cause de cette colère. Ils sont peut-être allés loin d'ailleurs. Mais ce que je voudrais rajouter par rapport sur ce que disait Fly, c'est que effectivement on dit tribu, mais faut pas oublier aussi le côté un peu meute, quoi, quelque part. Le côté un peu animal sociable. Ouais. Et c'est sûr que les loups dans la nature ont tendance à protéger les vieux, façon de parler, mais ça peut arriver aussi de tomber sur des tribus où je sais pas, un individu vraiment trop invalide pourrait constituer une gêne et partirait de lui-même. Ça c'est clair. À un moment, il y a eu cette idée-là par rapport au PNJ blessé que vous avez trouvé dans la rivière. Je sais plus c'était lequel, si c'était Tom ou Rom ou Fly, qui s'est dit il est peut-être parti, vu qu'il avait déjà des précédentes blessures. Ça faisait un bout de temps qu'il était handicapé. Est-ce que, à tout hasard, il serait pas parti se sacrifier ou ce genre de choses? Et effectivement, là-dessus, ça donne aussi une piste en plus. Carrément. Non, c'est vrai que le contenu du jeu permet de faire vraiment plein de choses. Un autre truc que j'ai bien aimé, là ça vient peut-être de moi, c'est le côté interprétation au niveau des dialogues. C'est-à-dire qu'à un moment, toi, Romaric, tu m'as dit à mon personnage, va voir un médecin. Ouais, non, ça justement c'est quelque chose que j'ai pas aimé moi. Voilà, mais moi j'ai trouvé qu'en fait justement, tu vois, on aurait pu dire le mot lampe. Nous, on appelle ça des lampes, mais après tout, comment c'est clair. Il y a eu des bonnes idées sur la manière de parler, mais globalement, je trouve que ça c'est un défaut du jeu. C'est-à-dire que justement, le jeu pousse les joueurs à essayer de créer quelque chose de cohérent, mais malheureusement, on en est quand même souvent réduit à. En fait, on joue pas dans la préhistoire. Je suis pas d'accord. Vas-y, explique-toi. C'est pas un jeu de simulation préhistorique. C'est pas un jeu de simulation préhistorique. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on sait pas ce que c'est la préhistoire. Autour de la table, il y a personne ici qui est capable, à part peut-être Flavie qui a enseigné ça à ses gamins cette année. Il y a personne autour de la table qui connaît vraiment les us et coutumes des machins. À part peut-être toi aussi, Jeff, qui en tant que maître de jeu, qui connaît la base. Mais moi, je crois que par exemple, il y a bien des fois où on a été beaucoup trop loin et où nos personnages ne pouvaient pas formuler des réflexions si pertinentes, peut-être, ou au contraire, ou pas de cette manière-là. Je suis désolée, c'est une mauvaise critique, ça, parce que. Comment dire? Quand tu fais un truc sur le Moyen-Âge, actuellement, évidemment, tu as ta façon de parler actuelle. Évidemment, pour pouvoir jouer un jeu de rôle sur le Moyen-Âge, tu vas pas te mettre à le faire en latin, quoi. C'est évidemment de la traduction, quoi. C'est d'une vision d'aujourd'hui qu'on peut avoir de la comme ça dans tous les jeux de rôle, quoi. Je suis entièrement d'accord. Le seul truc, alors je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que là, mais moi je ne dis pas que là ce que tu décris c'est un excès déjà. C'est-à-dire que là c'est vraiment le joueur qui veut vraiment faire. Moi je dis pas ça. Je dis qu'on n'a même pas les bases, on n'a même pas le canon. On n'a même pas le canon pour jouer. C'est-à-dire c'est comme si je te disais, allez ensemble on fait du Yu-Gi-Oh. Ce soir on fait du Yu-Gi-Oh et que je te montrais aucun épisode de la série. Et que je t'en présentais à peine. La préhistoire, on a tous des visions, des images, mais on ne sait pas comment ça se passait. Oui, et donc, je ne pense pas que le créateur, quand il a fait Wurm, a dit on va faire un jeu de simulation d'hommes des cavernes ou d'hommes de Néandertal. Ouais. Là, on va prendre une époque qui existe, donc qui existait dans l'humanité, qui a été donc la période de l'ère glaciaire. Ouais, la dernière ère glaciaire, la toute dernière. Wurm, justement. Voilà. Donc nous on a fait des recherches, on sait qu'il y avait des hommes qui avaient tel outillage, qui fonctionnait de telle façon. Donc je suppose que c'est des documentations qui sont mises dans la base. Ouais, complètement. La documentation de la base, comme tu dis, elle est quand même bien développée. Voilà. Donc ça vient peut-être de notre format d'émission, c'est qu'on aurait dû se renseigner avant. Ouais, je sais pas. Là l'idée, moi j'ai pas vu un jeu de simulation. Dire pour moi on n'est pas là pour vivre comme les hommes des cavernes, on est là pour vivre à l'époque des hommes des cavernes. On va te mettre des enjeux qui est recherche de bouffe, donc là qui je suppose correspond vraiment à la vie des hommes des cavernes, c'est qu'ils devaient
passer leur temps à essayer de bouffer. Ensuite, avec le système de prestige qui, en fonction des points, c'est-à-dire t'as plus de prestige dans le village, tu vas pouvoir commencer à pouvoir te marier, tu vas pouvoir commencer à pouvoir choisir ton épouse. Je suppose que là aussi, à l'époque des Hommes de Caverne, ça doit être sûrement être ce genre de choses, c'est-à-dire que plus t'étais connu, plus tu travaillais pour le village. Après tout, on te donnait les cadeaux qu'on pouvait te donner, on te donne la meilleure femme du village, tu choisis celle que tu veux. C'est la préhistoire fantasmée en fait. Mais comme quand on va jouer au Moyen-Âge, on va avoir un Moyen-Âge un peu fantasmé. Dans le sens, c'est ce que je disais tout à l'heure, pareil en introduction. Effectivement, il y a deux visions qui sont proposées dans ce JDR. Donc la première partie qui met beaucoup de fantastique à l'intérieur, et la deuxième qui propose plus ou moins de la jouer un peu plus cartésienne, plus simulationniste, réaliste. Mais pour moi, j'ai pas rencontré l'auteur, mais en lisant les livres, j'ai plus l'impression qu'il s'inspire plus de la version fantasy. Dans le sens où, comme il a fait des BD, malheureusement j'ai pas réussi à lire ses BD, mais j'ai lu les résumés sur le net, et c'est quand même il y a des totems et compagnie. Je vous parlais un moment à la fin du scénario de Silax, l'espèce de totem des lions gris. Effectivement, c'est l'auteur qui l'a sorti ce truc-là. D'accord. Moi, il y a un problème, c'est que je pense que du coup, il va y avoir beaucoup de jugements au cours du scénario qui va reposer sur l'autorité du maître de jeu. C'est-à-dire que du coup, en fait, on va pas pouvoir être tout à fait libre en tant que joueur de créer ce qu'on veut. Toi, tu as été très permissif. Mais c'est pas sûr. Merci. Je sais pas si c'est un compliment. C'est un compliment. C'est un compliment. C'est-à-dire que tu nous as laissé beaucoup de liberté. Par exemple, quand je commence à raconter mes histoires de pommes, qu'on pourrait les cultiver, qu'on pourrait commencer à semer, etc., tu m'as laissé. À aucun moment tu m'as dit non mais attends, tu connais rien au Néandertal, toi. Ils pensaient pas du tout ça. Ils étaient loin de l'agriculture. C'était des peuples nomades ou je sais pas quoi. Enfin, imaginons. C'est pas ce qui est pas le cas. C'est ce qu'on dit techniquement des chasseurs-cueilleurs. Tu vois, voilà. Donc alors. Tu vois, c'est là le truc. C'est que moi, je pense qu'il y a une dérive possible avec ce jeu, qui est que du coup, tu vas te retrouver avec un spécialiste de la préhistoire qui va te limiter dans tes choix et dans ton interprétation. Mais je pense qu'il faudrait dans ces cas-là en parler avant de faire le et truc. Justement. Complètement. Et c'est là que je trouve, alors sauf si je sais pas comment le jeu est présenté aux joueurs initialement. Mais c'est là que je trouve, moi, personnellement, qu'il n'y a peut-être pas assez de description de comment on vivait avant le jeu, comment on vivait à l'époque des... Ça va trop vite sur les avantages et les défauts au niveau de la présentation, mais... c'est moi qui ai attaqué comme ça. Alors, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est de toi ou est-ce que c'est... Vu que je voulais vous faire voir la création de personnages et que j'ai pas fait les pré-tirés non plus, on a attaqué directement là-dessus. Mais je pense que la base, ce serait quand même de plus de présenter l'époque. Et l'époque est quand même pas mal décrit dans la base. D'accord, très bien. Ok. Moi j'ai une question. Attends, excuse-moi, Thomas voulait intervenir. Je voulais juste intervenir sur ce que disait Rome. Par exemple, dans c'est juste pour faire de la polémique. Voilà. Je trouve que le côté, l'exemple que tu donnes, par exemple avec le coup de la pomme, où effectivement ton personnage s'est dit attends, j'ai planté des pommes à tel endroit. Regarde, il y a des pousses de pommiers qui arrivent. Peut-être qu'il y a une corrélation. Moi, je trouve ça, c'est pas gênant en fait que tu le fasses. Tu dis oui, effectivement, il y a peut-être pas des hommes des cavernes qui l'ont fait, mais d'une part, c'est possible qu'ils l'aient fait, qu'ils ont, qu'ils se soient dit, qu'il y a peut-être déjà eu cette réflexion, et ça ne dérange en rien l'histoire, parce que pour que le pommier pousse, il va falloir quand même plusieurs années. Donc c'est pas dit que ton village y survive encore entre temps. D'accord. Ensuite, quand tu as commencé à élaborer les théories comme quoi la pluie venait de la rivière qui, grâce au soleil, s'évapore, fait des nuages. Ouais. Nous derrière, nous on a fait la réaction de tu racontes n'importe quoi. C'est les esprits qui font ça. Ouais, donc en fait, c'est pas dérangeant, je trouve. Il y a un truc que t'as dit que j'ai bien aimé, c'est le coup quand t'as sorti un frangin qui apparemment aurait chopé des coups de soleil. Enfin, t'as décrit ça comme ça. Ça m'a fait sourire. Mais je sais pas si t'as remarqué, j'ai fait intervenir justement la PNJ de la vieille femme, justement pour te faire comprendre qu'il faut quand même taper un peu dans la manne, quoi. Justement, mais le truc, Jeff, est-ce que il y a quelque chose de dit là-dessus sur les blagues anachroniques dans la base? C'est-à-dire comment est-ce que le maître de jeu doit gérer l'anachronisme? Parce que du coup, on se permet quand même, on se donne des libertés anachroniques en fait. À un moment donné, quand pendant une courte conversation avec le personnage de Thomas, on discute sur l'éventualité d'un briquet où on dit on pourrait faire en sorte de créer une machine et tout, machin. Ça, c'était n'importe quoi. Enfin, mais c'était clairement une blague quand vous l'avez fait. D'accord, ok. Ouais. Ah oui, moi c'est comme moi je l'ai considéré comme un jeu. Le coup du gars qui est en train de bronzer et dire ouais regardez le soleil l'a blessé, c'est limite une blague aussi, mais pourtant là ça passe. Je sais pas, Ouais, on va dire c'est une observation
pour moi qui me semble juste d'un homme des cavernes, façon de parler, quoi. Ouais. Enfin, d'un homme préhistorique. Pourquoi pas se rendre compte que, en plus, comme on est dans l'époque du Wurm, donc de l'ère glaciaire, les coups de soleil, si je dis pas de conneries, c'est pas souvent qu'il y en avait, quoi. Donc pourquoi pas. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, une question, est-ce que c'est marqué sur la base que ce jeu est réservé pour les paléontologues? Non, je te rassure. Non, donc c'est bon, je pense que le créateur doit se dire, bon bah oui, les gens peuvent le faire, ça pose pas de problème. Moi j'ai une question. Moi. Si je peux juste dire un truc avant Fly, de toute façon c'est bien précisé dans le bouquin que ce soit pas le un néandertal, enfin que tu joues un néandertal, donc un homme ours, ou un sapiens, un homme long, les deux sont des chasseurs-cueilleurs. Donc avec un peu de culture, touriste a de la culture, hein, je pense. Donc la plupart du temps, tu sais très bien que le chasseur-cueilleur, ils connaissent pas encore l'élevage ni l'agriculture. Ouais, voilà, même si ça devrait pas trop tarder, je pense. D'accord, ok. Flavie, tu voulais poser une question? Sur l'affiche, il y a marqué faveur des esprits et malédiction. Est-ce que ça veut dire que au cours des scénars pendant une campagne, tu peux genre te choper plein de bénédictions des esprits et devenir encore plus fort et obtenir des talents, ou alors ça n'a rien à voir? Si, tout à fait, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que la faveur, donc ça peut être éventuellement un esprit qui va te bénir quelque part, mais ça peut être aussi quelque part par le passage avec des objets magiques, on va dire. Enfin, c'est plutôt des fétiches, c'est le terme utilisé dans le livre, qui sont des objets qui vont te permettre de, pendant un certain temps, voire même des moments pour certains fétiches très puissants qui sont permanents, ça va te permettre d'avoir le bénéfice d'une force supplémentaire. D'accord, ok. Et les malédictions, c'est à peu près pareil. Sachant que tout ça, généralement, c'est géré par les chamans directement. Les chamans sont littéralement capables de maudire. Bon, après, on fait attention quand même avec les malédictions. Ça peut se retourner. Moi, j'ai trouvé rigolo aussi le fait qu'on puisse mourir qu'à partir de -10. Pourquoi? Parce que quand t'arrives à 0, quand t'arrives à 0, moi je pense que du coup avec le reste de la parce qu'il y a le monde des brumes et tout. Le monde des brumes et tout, du coup, tu vois, tout est ouvert du coup. On peut même se dire, le Shanam me fera revenir. Est-ce que je reviendrai vraiment, ce sera moi? Est-ce qu'on est dans la préhistoire, tu vois? Une préhistoire fantasmée, encore une fois. Est-ce que c'est vraiment un souci de se dire, ils avaient des chamans, peut-être qu'ils ont vu des choses qu'on connaissait pas. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant, je crois que c'est toi qui avais dit le coup amérindien et autres, et que donc moi j'ai eu la sensation plus d'une simulation de tribalité en fait, complètement, de villages tribaux. Je sais pas si ça se dit comme ça, ouais, si. Ça se dit. Et voilà que vraiment je me suis pas senti une seule seconde dans la préhistoire. C'est-à-dire que pour moi, j'étais pas dans la préhistoire. C'est peut-être parce que je t'ai pas sorti les mammouths, tout ce genre de choses. Non, mais peut-être, mais même avec des mammouths ou pas, je pense que je me serais pas senti dans la préhistoire. Je me sentais vraiment dans une tribu, presque amérindienne et tout, avec tout ce que ça comporte de tribu. C'est-à-dire, j'ai adoré à coder. Attention, hein. Je suis pas en train de démonter le jeu, hein, mais j'ai un ami moi qui a utilisé le système de Wurm. Je lui en avais parlé à l'époque. Moi, c'est vrai que Wurm, quand je l'ai découvert, ça m'avait donné pas mal d'idées, et en discutant avec lui il l'a utilisé carrément sur un autre jeu qui est le jeu sur Warhammer 40 000 pour une planète Dark Heresy, voilà. Il l'a utilisé sur un scénario de Dark Heresy en cachant le fait que ce soit du Dark Heresy et en leur faisant commencer sur une planète de primitifs. Il a pu utiliser le système de Wurm sans problème. D'accord, ouais. Ça joue bien c'est ça, la tribalité, j'ai envie de dire. Oui, carrément. Je sais pas comment dire, les peuples primitifs. Carrément. Mais il y a des choses qui me dérangent là-dedans, dans cette vision. Allez, dis-moi tout. Je sais pas. Non, le vrai moment où je me suis senti, je sais pas, j'aurais du mal à développer pour le moment. Je reviendrai dessus. Je pense peut-être aussi parce que t'as pas assez tripé, l'apparence de ton personnage. J'ai envie de dire, t'avais quelqu'un de assez fin, etc. Non, là, il y a un truc plus profond, j'aime pas l'anthropologie. Il y a quelque chose qui me fait profondément peur dans cette matière. Oula, l'anthropologie. C'est la science des peuplades, des ethnies. Et en gros, du coup, tu voulais... Je sais pas, il y a un truc. Bon, bref. Mais du coup, ça te faisait suer parce que ça te rappelait cette matière. Ça me rappelle des cours qui m'ont traumatisé. Non, pas du tout, mais il y a un truc qui me dérange en fait dans le fait de jouer des gens qui n'ont pas
forcément. Enfin voilà. Mais bon, oui, bref, oui. Thomas, tu voudrais beaucoup plus de réalisme, mais bon, personne ne connaît vraiment la préhistoire. Tu vas pas le jouer comme à l'époque. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Sinon, par contre, je me suis bien senti dans la préhistoire quand on caillait de froid sous les rochers glacés des monts acérés. Là, par contre, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le côté là, je me suis pris la réalité brute dans la gueule, avec l'idée que non, on n'a pas de quoi faire du feu, tout est trempé, on n'a rien. Le côté survie, là, le point de vue survie est vraiment, et je pèse mes mots, magnifique dans Wurm. Les articles qui sont dans la base, que ce soit le livre de base ou le compagnon, sont vraiment bien foutus dans ce sens-là. Ça en va même jusqu'à te dire comment tu te comportes sous un tipi, quoi. Ça, j'ai vraiment bien apprécié. Ouais, là encore une fois, il y a eu beaucoup de jets de dés pendant la séance de voyage. Il y a eu beaucoup de jets de dés. Et est-ce que si par exemple Flavie et Thomas avaient décidé finalement de ne pas jouer autant leurs défauts, il y aurait eu autant de jeux et c'est-à-dire, je pense qu'il y a un problème dans Wurm ici, c'est que le côté survie n'est pas suffisamment encouragé dans le côté on risque de se bouffer la gueule s'il nous manque de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans Milvaux, attention. Là, tu pars sur un truc un peu strange, dans le sens où le scénario que je vous ai fait, c'est un scénario dit débutant. Donc là, pour l'instant, c'était le début de l'épopée, on va dire. D'accord, ok. Après, je te laisse même pas imaginer, t'as des règles sur le blizzard, des règles sur les grands froids et compagnie. Donc ça, c'est des choses que je n'ai pas appliquées. Il y avait pas l'utilité par rapport au scénario. Mais il y a des passages. Ça peut rapidement dégénérer, quoi. Ah, complètement. Tu peux te retrouver être obligé de briser un tabou, par exemple l'anthropophagie pour survivre. Bah écoute, je te répondrai un truc tout bête. Regarde qu'est-ce qui a pu se passer dans les montagnes avec l'affaire des survivants. Ouais. Hein, donc les préhistoriques, les hommes dits préhistoriques, je pense qu'il y a des moments ça a peut-être pu là arriver. C'est la préhistoire. Ouais. L'absence totale de culture. Dans la description que tu nous fais avec les règles avancées, je sais pas si c'est des règles avancées, mais en tout cas qui ne correspondaient pas à notre scénario. Thomas. C'est que le plus gros ennemi du joueur, c'est la nature. Sans parler des créatures. En même temps, c'est le meilleur allié. Si on s'en fie à l'animisme. Justement, ça c'est entre guillemets, il faut savoir la dompter quelque part, je dirais. Il faut savoir la dompter. Dire, par exemple, le gars qui part avec sa bite et son couteau et qui se retrouve en plein milieu du blizzard, il est obligé de crever, quoi. Littéralement. Il n'y aura pas de surhéroïsme avec le mec qui a réussi à traverser je sais pas combien il a réussi à faire je sais pas combien de jours de voyage dans le froid, dans le blizzard. Ça techniquement c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Faut pas oublier quelque part qu'il faut avoir ses petits compagnons pour survivre. C'est ça l'important. On a besoin d'être plusieurs, d'avoir les qualités de chacun. Voilà. Ouais. Flavie, tu voulais dire quelque chose? Non. Ok. Moi, je voudrais ajouter un truc par rapport à ça, par rapport aux qualités de chacun. C'est pareil. Je trouve que les caractéristiques, pas les caractéristiques, je me souviens plus du nom. Les forces et faiblesses sont peut-être parfois un petit peu larges et on peut facilement les interpréter. Alors parfois, ça crée du jeu aussi. C'est-à-dire que du coup, on cherche des manières d'interpréter sa force et sa faiblesse qui permettent de créer une situation amusante ou... Voilà, moi encore une fois, mais là c'est au niveau des systèmes de faiblesse entre guillemets, de désavantages. Je trouve souvent que les désavantages en fait sont trop forts. Ah oui. Dire là, je regarde rien qui t'oblige à les jouer, hein, Tom. Tu les as joués pour le fun là. Mais, bien sûr, mais ils sont là. Dire si je les joue pas, à ce moment-là, je prends pas de faiblesse et je m'en fous. Le maître de jeu peut obliger. À ce moment-là, je me retrouve à dire je fais un jet, t'as un -3 à tel endroit. Quoi. Je trouve que, je sais pas, j'espère avoir bien compris ce que tu étais en train de dire. Ouais, vas-y. Au point de vue des forces et des faiblesses, si c'est au point de vue systémique, je dirais, c'est quand même plutôt cool au niveau des faiblesses, parce qu'il faut pas oublier, une force, la plupart du temps, ça t'octroie un D6. Une faiblesse, c'est qu'un malus de -3. Ça aurait été un malus de -1d6. C'est intéressant de prendre des faiblesses. Voilà. Ouais, en fait, non, c'est pas ça. C'est que je trouve souvent que quand ils donnent des désavantages, tiens, un truc est tout con. Tu vois, par exemple, dans beaucoup de jeux, tu vas voir comme avantage grand, comme des avantages petits. En quoi petit est un désavantage? La plupart du temps, de mon expérience de rôliste, ce que j'ai vu sur les désavantages grands ou petits, la plupart du temps, que ce soit l'un comme l'autre, ça te donne généralement un truc positif et un truc négatif. Voilà, il y a un truc négatif. Bon, déjà, ça va sur plein de choses. Ensuite, la deuxième chose, moi je regarde tous les désavantages que tu m'as mis dans la liste sont je trouve très handicapants. C'est-à-dire que effectivement, moi, mon personnage qui était craintif,
je dois être quand même un genre de chasseur. Au moindre bruit, j'avais les boules. Donc je suis d'accord, je surjouais sûrement. Je le jouais même, alors que c'est pas forcément demandé. Ouais. Et là, t'as été bon client. Et moi, je suis tombé dans ce délire-là. On va dire, c'est plutôt mes compétences de MJ qui ont fait que je suis parti dans ton délire, on va dire. Ah, mais c'est bien, moi je trouve. Il mettrait des désavantages beaucoup moins puissants. Ouais, mais attends, les avantages sont hyper bourrins aussi. Enfin, je suis désolée, moi, ma vigilance du hibou, mais j'ai jamais raté mes jets, quoi. Enfin. Non, je tiens à préciser, je te sentais, je te sentais triper sur les. C'est pas ce que je veux dire. Je parle pas du tout système. Je trouve que quand ils font des systèmes d'avantages, désavantages, un avantage est un bonus. Donc oui. Qu'il soit bourrin, c'est pas grave. Le désavantage est tellement, on va dire craintif. Moi, je suis un chasseur, je suis craintif. Au moindre bruit, je vais me planquer. C'est parce que je le joue. Donc des fois, tu te demandes si les avantages sont vraiment juste là pour dire, je te mets du négatif. Le joue pas, c'est pas grave. Tu mets juste du négatif. Et c'est ça. Donc, des fois, je me dirais que s'ils mettaient des désavantages, on va dire moins fort, moins symbolique, je comprends. Peut-être qu'effectivement le jeu, ça me mènerait beaucoup mieux. Après qu'ils me mettent -3, moi ça me dérange pas. Avoir -3 dans un jet, c'est même limite, c'est pas grand chose. Mais moi je me suis imposé à jouer le craintif et à me dire mais il y a des actions que je peux pas faire. Je vais assumer ma connerie tout de suite. C'est dans ce cas-là, tant mieux que ça se passe comme ça. Ça veut dire c'est des joueurs qui ont qui vont interpréter les faiblesses, c'est des joueurs qui ont une bonne autodiscipline quelque part et qui ont de l'interprétation. Le truc, c'est est-ce qu'il y a des pecs pour les joueurs comme Thomas qui acceptent de jouer leurs faiblesses? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le jeu qui les récompense? Parce que s'ils sont pas récompensés, finalement, ils ont aucune raison de le faire. Non. Moi, dans ce cas-là, alors moi, je vais sortir aussi mon côté idéaliste. Mais est-ce qu'il y a besoin de récompenser justement une très très bonne interprétation? Bah oui, t'es obligé de récompenser. Je fais l'avocat du diable. Moi, je te réponds. Si tu joues super bien ton personnage, ça va s'en ressentir un petit peu autour de la table. Ouais. Ça va faire du jeu, ça va faire un peu le show quelque part. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est moi quelque part déjà en ça, c'est ma vision. C'est un peu la récompense. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est parce qu'on a la chance autour de cette table de tous partager la même vision de ce qu'est entre guillemets une bonne partie de jeu de rôle avec un maître de jeu et des joueurs, qui est que chaque joueur doit faire l'effort d'interpréter son personnage comme il le doit. Mais bon, du coup, ça me fait penser à une question. En fait, là, on commence avec 3 points d'expérience, mais comment on les gagne, les points d'expérience? Les points d'expérience se gagnent à la fin de la partie comme des pecs normaux, je vais dire. D'accord, ouais. Selon l'importance du scénario, donc si je me rappelle bien, ça va de 1 à 3. Est-ce qu'il faut réussir le scénario quelque part? Ou non? Je pense que... Ça n'a pas de sens de dire ça, réussir, perdre. Non, je pense que, effectivement, il n'y a pas vraiment de réussir, perdre... Il n'y a pas un moment donné dans la règle où justement il dit récompenser d'un point d'expérience les joueurs qui jouent leur personnage. Moi de base j'ai toujours tendance à le faire ce truc-là. Voilà, mais est-ce que dans la base c'est écrit? Parce que si c'est le cas, dans ce cas-là on l'a notre système de récompense. Mais moi il me semble que c'est ça, c'est qu'il y a une règle qui est tacite. Tu vois, que toi tu appliques tacitement, mais est-ce que c'est dans la base? Mais bon, après ça. Malheureusement, je pourrais pas te répondre. Ça me revient pas. Encore une fois, on se fait des avocats du diable, on triture le jeu. Le jeu, il était bien. Le jeu était bien. Et puis la dynamique est chouette. Il y a plein de choses. Moi, j'ai bien trippé dans ce jeu. Donc non, encore une fois, on se fait vraiment les avocats du diable. Alors encore une fois, pour faire les avocats du diable, toujours. Continue comme ça, puis je vais grogner vraiment comme un primitif. Non, la valeur des objets. Il y a quelque chose, à mon avis, il y a un rendez-vous raté là. Parce que en fait, qui est-ce qui détermine la valeur des objets? C'est toi. Comme s'il y avait, une valeur absolue. Ouais. Attention, la valeur absolue. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui fait la valeur du chant que Thomas va offrir au village lorsqu'il va arriver? Parce que Thomas joue un chanteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là-dessus je comprends. Sachant que pour te défendre un petit peu, Robaric. Non, je déconne. Non, si vous voulez, effectivement, il y a une table qui est quand même vachement exhaustive sur combien ça vaut en points de faveur et compagnie. Bon, quand vous m'avez dit ce que vous allez offrir, j'ai regardé grosso modo en voyant à la baisse ou à la hausse selon les trucs que vous me décriviez, on va dire. Ouais, d'accord. C'est juste à titre indicatif, quelque part, pour te donner une idée. Parce que les pigments, par exemple, ça n'a pas de valeur absolue. S'il y a personne qui sait peindre, ça sert à rien. Ah bah c'est clair. C'est justement, j'allais rebondir sur ce truc-là. C'est, on peut très bien imaginer le truc à la con, quoi. Une tribu ne fait pas l'autre. C'est-à-dire que tu te pointes, je sais pas moi, avec des défenses de mammouth. C'est dans la liste. Ça vaut même assez cher, si je me rappelle bien. Il y en a peut-être qui vont se dire, rien à foutre quoi, tes défenses. Par contre, t'as ça m'intéresse. D'accord, ok. Après, quelque part, ça te pousse à la négociation aussi. Mais on n'est pas rentré dans le système de négociation. J'ai pas pu vous le faire voir. Je sais pas. Mais j'imagine pas des hommes préhistoriques négocier. Le troc, tout simplement.
Pourquoi pas? Non, mais c'est à commencer comme ça quelque part l'humanité. non, mais carrément. Mais c'est je te donne, je te donne 2 grappes de raisin, tu me donnes un bon quartier de viande. Ah non, t'as vu, c'est un gros quartier de viande ça. 3 grappes de raisin. Ça marche. Je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais bon. C'est pour revenir sur le tableau de valeur. En fait, donc ils ont un tableau de valeur donc qui a l'air d'être assez grand, ce que j'ai pu voir. Où toi, ils te mettent en face donc des valeurs. Donc ça sert surtout pour la valeur. Est-ce que ça sert que pour le troc ou ça sert aussi quand tu veux faire des cadeaux? Effectivement, ça rentre dans le cadre de la carac de générosité. D'accord. Parce que dans l'idée, en fait, l'avantage de cette liste, ça pourrait être intéressant de la montrer à aux joueurs, parce que ça permet aux joueurs de savoir ce qui est important. Dire, tu vois, te dire, bon voilà, les couvertures, les couvertures c'est un truc de merde. Alors qu'en fait, quand tu vois que c'est une forte valeur, tu dis, ah oui, c'est quelque chose d'important, ça doit être difficile à avoir, ou ce genre de choses. Permettre de rebondir sur ce que tu disais au départ du jeu en disant, ouais, c'était pas vraiment préhistorique, enfin. Non, mais ce que je dis par là, c'est que je pense qu'avec du recul sur Wurm, le truc qui peut être sympa, c'est carrément que le maître de jeu conçoivent en espèce de pas une feuille de personnage mais carrément un carnet du héros quelque part. C'est-à-dire que dans le compagnon, après je sais pas comment a été faite la version des éditions Icar, mais en tout cas dans le compagnon qui est sorti sur la cour d'Oberon, y a pas mal de documentation. Je serais tenté limite d'en faire des photocopies, de préparer une espèce de carnet pour le joueur avec tout ce qu'il y a. Comment survivre. Il y a aussi une table, ce que je faisais voir à Fly en début de partie. Les noms des objets. Par exemple, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on cherchait des noms. Par exemple, le médecin, tout à l'heure, Thomas, tu faisais la réflexion, c'est ça? Le coup du médecin, mais il y a eu d'autres moments où on s'est demandé, à un moment donné, j'ai entendu la vieille parler de cataplasme. Oui, c'est un terme qui est utilisé dans le bouquin, ça. D'accord, ok. Ouais. Mais tu vois, il y a plein de, non, moi, la pire question, c'est celle de Flavie au début. Est-ce que j'ai le droit de faire un dessin sur le sol? Elle a demandé ça. Bah oui, ils savent pas encore écrire. Et voilà. Qu'est-ce qui t'empêche de décider sur faire des symboles? C'est ça le truc, c'est que en fait, ce qui m'a montré qu'en fait j'avais le droit, c'est que c'est tout bête, mais il y a des extraits de la peinture de Lascaux sur la feuille. Donc du coup, ils savent dessiner, donc ça a répondu à ma question en fait. Je dirais, enfin, si c'est dans un but vraiment de cartographie, faut peut-être pas pousser trop non plus. Mais bon, je pense que dans cette époque-là, ils avaient des grands points de repère quand même. En se disant, bah tiens, par là, il y a une grosse montagne, ce genre de choses. Si après, c'est pour indiquer ces choses, pourquoi pas? Après, par contre, je serais complètement contre l'idée de mettre une carte, quoi. Ouais, une carte IGN, quoi. Non, c'est impossible. Ah ouais, non, c'est... Là, moi, personnellement, sur les... on en reste sur des suppositions de comment c'était. Même faire une carte, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Par exemple, on reste toujours sur les grands points. Notre village il est ici, la montagne est là-bas, et je sais que leur village il est par là-bas. Donc tu vois, tu peux tracer. Bon, vous allez passer par une forêt, ensuite vous allez longer une rivière. Enfin, toujours des cartes. C'est pas une carte complète, mais un chasseur qui est déjà allé là-bas, il est capable de dire, bah tu vois, tiens, je te montre. Là, il y aura telle forêt. Puis après, ils n'ont pas d'encre et ils n'ont pas de papier. Ouais, puis encore une fois, moi j'étais vraiment partie dans l'idée de jouer avec de la préhistoire fantasmée, genre on s'en fout, on va faire une préhistoire. Quoi, le film avec Alain Chabat et les Robins des Bois. Pourquoi pas, ouais. Enfin, quelque chose d'un peu plus sérieux. Bon, l'aspect comique. Ouais. Bah oui. Bah voilà, mais non, mais c'est ça le truc, c'est jusqu'où est-ce qu'on fantasme la préhistoire. Ouais, mais enfin, tu sais que tu vas pas faire un truc comique quand tu joues à Wurm, de toute façon, c'est pas. Moi, personnellement, dans les trucs qui m'ont motivé pour Wurm, ça a été, bon, t'avais pas la référence tout à l'heure, moi, ça a été Raon quelque part. Ouais. Ça fera écho à un des podcasts que t'as fait exactement, où il y avait Saint Seiya, Mao Shoujo et compagnie, sur les références un peu dessins animés de l'enfance. Ouais. Raon a fait partie de mon enfance. Mon père justement collectionnait les BD, j'ai vu les dessins animés quand j'étais gamin, et pour moi il y a un enjeu assez sympa. Alors, j'espère que l'auteur m'en voudra pas si longtemps. C'est que dans Raon, t'as ce côté un petit peu se poser des questions. Et toi, Romaric, t'es bon pour ça, dans le sens où dans Raon, généralement l'épisode typique, c'est il se retrouve confronté à certaines choses, il va se poser des questions et finir par découvrir. Un épisode à la con, c'est il tombe un moment sur des œufs d'autruche. Et il décide de les protéger. Il les enterre sous le sable. D'accord. Et je vous laisse imaginer ce qui devient. Les œufs, ça devient des œufs durs. Et du coup, il y a une tribu à côté qui meurt de faim, qui ne trouve justement plus d'autruche. Et c'est pour ça que Raon essayait de comprendre le fonctionnement de l'autruche, les œufs et compagnie, la fameuse question scientifique quelque part. Ouais, c'est ça. Et en découvrant ce truc-là, bah voilà, il est retourné vers la tribu en disant, bah vous enterrez les œufs là-dedans.
Vous attendez qu'il fasse chaud et vous allez pouvoir nourrir votre tribu. D'accord. Mais il y a un côté comme ça qu'on peut donner à Wurm, quoi. Ouais, c'est sûr, mais on peut le donner à Wurm. Mais est-ce que Wurm l'a en lui? Je pense, mais ça c'est en voyant les scénarios. C'est bon, je veux pas spoiler les scénarios qui sont sortis, mais il y a à pas mal de reprises, il y a des trucs comme ça où tu peux laisser planer le doute, ne serait-ce que par rapport à l'interaction des chamans. C'est est-ce que tout simplement c'est vraiment le chaman qui a réussi à parler, on revient là-dessus, mais est-ce qu'il a réussi à pousser l'esprit de la douleur à sortir, ou est-ce que tout simplement il a pas utilisé une décoction ou quelque chose comme ça, t'as fait boire un truc super fort pour te faire évacuer la fièvre ou... Thomas. Ouais, est-ce que dans la base, est-ce que c'est marqué comment les joueurs doivent interpréter le jeu? Est-ce qu'à un moment c'est marqué attention, vous jouez à une simulation donc des hommes de Néandertal, donc jouez bien telle chose, ou non, ils disent voilà, jouez comme si vous étiez dans un univers néandertalien et ils n'étaient pas à faire peut-être donc des anachronismes, ou est-ce qu'il y a un moment où il t'explique comment tu dois interpréter l'univers, ou non, la base a l'air de laisser cette liberté aux MJ et aux joueurs? Pour moi, clairement, la base laisse la liberté aux joueurs et aux maîtres de jeu. Mais après, je pense que c'est une question de culture quelque part, et puis bon, de se renseigner. D'ailleurs, il y a une liste assez conséquente d'ouvrages proposés et compagnie, des études scientifiques et autres. Après, c'est selon ce que tu as envie de donner de l'image du jeu. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Alors, moi, il y a deux choses qui me semblent assez difficilement jouables, en tout cas personnellement. Ouais. Vas-y. Le cas où je me joue moi-même dans un jeu, ça j'y arrive pas en général, surtout quand il y a du fantastique. Et le cas où je joue quelque chose qui est tellement différent de moi-même que je ne peux même pas concevoir comment il pense. Ça c'est deux choses, tu vois, pour moi c'est deux extrêmes dans lesquels c'est vraiment difficile. Moi par exemple dans ce sens j'essaye de flirter justement avec ses limites, aller jusqu'au bout du bout quoi. Mais tu vois il y a toujours ces deux extrêmes, c'est-à-dire d'un côté se jouer soi-même dans un jeu de rôle, je trouve ça limite impossible. On a eu une expérience. Malsain. Moi l'expérience qu'on avait eue, ça m'avait pas du tout plu. Pas du tout plu. Donc on a quelqu'un en fait qui nous a proposé une version de Sens dans laquelle on se joue soi-même et bon on a eu vraiment des difficultés à accrocher. Alors attends. Et la deuxième, c'est le cas où on joue des créatures qui sont tellement différentes de nous qu'on a du mal à concevoir leur manière de penser. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on est dans, par exemple, un exemple de celui de Mechanical Dreams dont on parlait récemment dans un précédent podcast. Et ben pour moi, Préhistorique, il est borderline à ce niveau-là. Non pas. Tu veux parler? J'ai dit préhistorique. Oui, parce que je voulais parler de préhistorique aussi, parce que tout à l'heure j'ai dit une connerie, donc je vais la corriger maintenant. Ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Évidemment, Wurm n'est pas le seul jeu sur la préhistoire, et après avoir fait des recherches, Tom, c'est vrai que t'as dit préhistorique, tu l'as complètement zappé, c'est vrai que c'est assez récent, donc du coup ça m'était sorti de l'esprit, donc il y a préhistorique, mais même après avoir fait des recherches, il y en a d'autres, des versions de GURPS qui jouent dans la préhistoire, etc., etc. Voilà, fin de la parenthèse. Mais rapide. Voilà, ces deux extrêmes-là. C'est de la parenthèse. Ces deux extrêmes-là, pour moi, je vais pas y arriver. Dans Wurm, on y est presque. C'est-à-dire que dans Wurm, pour moi, on est presque aux limites du. Je sais pas trop quel effet ça fait d'être à cette époque-là aussi reculé. J'ai aucun point de repère. Je suis largué. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait cet effet-là. Dans ce cas-là, je suis en train de me dire qu'heureusement, je vous ai pas fait jouer des Néandertals, ce qu'on appelle les hommes ours. Ouais. Moi-même. Est-ce que t'as peut-être pas autant que toi, on va dire, mais en lisant les ouvrages et en maîtrisant quelques parties, c'est vrai que pour moi, le constat, c'est de partir sur des hommes longs. Mais après, c'est purement personnel. Je me sentirais plus à l'aise avec des Homo sapiens, ce qu'ils appellent les hommes longs dans le jeu, que avec les Néandertaliens, parce que ils ont quand même une culture légèrement différente. Ils ont peut-être pas forcément la même façon de raisonner. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que l'idée, c'est, regarde, même le jeu là de Fabien Deneville qui va sortir bientôt, la Mouse Guard. C'est des souris, on joue des souris, mais elles sont humanisées. Et c'est pour ça qu'on peut les jouer. Effectivement. Et par exemple, le défi, c'est jouer des fourmis, par exemple. Vraiment. Effectivement. C'est une société qui est assez proche de l'humanité, etc. On sait qu'il y a des points communs, que c'est des colonies. Fourmis. Voilà, fourmis, etc. Ouais, mais fourmis, elles sont humanisées. Et on aurait bien du mal à jouer des fourmis telles qu'elles sont vraiment. Bah oui, puisqu'il faudrait qu'on puisse utiliser des gaz, voilà, des gaz, des choses comme ça. Mais en même temps, le jeu de rôle ne te demande pas de faire ça, Romaric. C'est de faire travailler ton imaginaire. J'aime bien, il me parle comme un petit enfant. Oui. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, d'accord. Je fais le naïf.
Bien entendu. Pardon, c'était pas voulu. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi avec Worm, on est aux limites, c'est-à-dire que aux limites du oui, d'accord, ok, je vais faire travailler son imaginaire, d'accord, mais on est aux limites du concevable. Moi, c'est super dur d'imaginer ne pas avoir d'écriture, ne pas avoir. J'ai connu le problème. Ne pas faire un dessin sur le sol. T'as connu le problème. Pourquoi tu dis ça, Tom? Tu dis que t'avais du mal à imaginer. Ah oui. Mais je pense. Mais tu vois le truc, Jeff? Ouais, carrément, parce que je pense que moi, à l'époque, à l'association où j'étais, que je salue d'ailleurs, hein, salut les gars de Démons et Merveilles si vous écoutez. Démons et Merveilles. Eh oui, les fouettards du Havre. Donc en gros, bon, j'en ai fait qu'une avec eux directement. Et du coup, je me perds dans ce que je voulais dire. Il n'y a pas des joueurs justement qui ont eu cette difficulté-là? Ouais, j'ai eu. Non, voilà, ça, c'est bon, ça me revient. Donc, en discutant avec les gars de mon asso à l'époque, il est vrai que certains m'ont dit, ouais, préhistorique, est-ce que ça nous fait fantasmer? Il confond lui aussi. Worm, tu veux dire le monde préhistorique? Le monde préhistorique, hein. Ouais, j'ai pas dit préhistorique. Oui, pardon. Non, mais effectivement, quand j'ai expliqué que c'était un jeu de préhistoire et compagnie, ouais, il y en a certains qui m'ont dit ouais, ça me tente pas, mais après, encore une fois, ça rentre dans le cadre des goûts et des couleurs quelque part. C'est est-ce que moi, je sais par exemple, je suis pas tellement fan de médiéval fantastique. C'est sûr que même si le monde qu'un maître de jeu va me décrire est sympa, je vais peut-être y aller légèrement à reculons. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a posé problème en tout cas dans le truc. Si j'avais quand même une envie de véracité, même si je suis d'accord avec toi, Flavie, on va pas au bout du bout. Le but c'est pas d'être dans une simulation réaliste, mais j'avais quand même envie, vu qu'en plus le jeu récompense un petit peu la cohérence, quand même le respect de l'univers et tout, comme on l'a décrit au début, j'avais quand même un petit peu envie de coller au truc et je me suis un petit peu raté de ce côté-là, Thomas. Alors, je vais juste revenir en fait sur le titre, donc ça s'appelle Wurm et en dessous c'est marqué Mythes et légendes préhistoriques. Donc on est là pour jouer. Et dans les dents. Légendes préhistoriques. Mythes et légendes préhistoriques. Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. Tiens. Et Thomas, mais certainement pas. Mais limite, ouais, le côté Wurm et donc effectivement par rapport à l'auteur qui a commencé par 2 BD, donc Voona et puis Néandertal si je me rappelle. Est-ce que ce serait marrant de savoir quoi, est-ce qu'il a commencé parce que je sais pas, les grottes de Lascaux sur la feuille l'ont inspiré, ou est-ce qu'il est parti là-dessus, enfin je sais pas trop. Est-ce qu'il a fait des recherches, à mon avis, c'est pas trop mal quoi. Il a dû faire des recherches pour s'approcher un maximum du. Et moi après, par contre personnellement, pour tout ce qui est jeu de rôle, là je dévie légèrement. Je préfère le côté mythe et légende, moi, personnellement. Que le côté. C'est vrai que c'est pas mal. On a eu le débat il y a pas longtemps avec Tom. Ouais, le côté réalisme dans le JDR. Ouais, c'est pas mal. Faut en mettre un petit peu quand même. Ça permet de donner des. Ça permet l'immersion. Alors moi, c'est même pas le côté réaliste qui m'a manqué. C'est ça que je pense qui va pas dans vos réponses et dans ma critique. C'est pas le côté réaliste. C'est que je manquais. Je savais pas ce que je devais créer. Qu'est-ce qu'un personnage à l'époque de Néandertal va faire? Je ne savais pas comment créer. T'avais pas de repères, je ne savais pas comment créer. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je ne savais pas comment créer. Jusqu'où j'avais le droit de créer, ce que j'avais le droit de créer, parce que j'avais pas le canon. Encore une fois, c'est comme si tu demandes à quelqu'un de faire un scénario de Yu-Gi-Oh et que tu lui dis et qu'il a jamais vu la série. Dans ce cas-là, je vais prendre. Je vais prendre cette critique-là. Attention, c'est pas une menace. Je vais la prendre pour moi, façon de parler, parce que je pense que là, c'est par rapport à la façon que je voulais maîtriser, on va dire. Peut-être que j'aurais dû plus vous le présenter, on va dire. Tu endosses beaucoup trop de responsabilités dans ce cas-là en tant que maître de jeu. Si c'est de ta faute. Alors, imaginons, par exemple, c'était un très mauvais MJ de Worm du coup et que c'est de ta faute. Bah non, moi je sais pas. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part le jeu a pas su te guider vers une bonne partie. Voilà, donc là il y a un problème, c'est pas toi. Non, arrête de te flageller et de dire c'est moi qui suis un mauvais MJ, alors que non, pas du tout, t'as pas été un mauvais MJ. Il y a pas de mauvais MJ. Il y a des mauvais jeux, mais il y a pas de mauvais MJ. Calme-toi, Rom, c'est bon, arrête. Avec une grosse préparation, c'est-à-dire que là on a fait quelque chose de très rapide. Non, c'est ça, c'est ça. La était rapide, la création était rapide. Peut-être que ça fait partie de ces jeux de rôle là où il faut une grosse préparation. Tu prends ton joueur à part, tu dis voilà, tiens, d'abord décrire l'univers. C'est plus ça que j'essaye de dire, ouais, effectivement. Voilà, c'est voilà comment il se présente, voilà quels sont vos enjeux en tant que personnage. Et ça, c'est vrai que c'est passé très très vite, mais ouais. Alors, ça fait partie de ces jeux à grosse préparation. Thomas, je crois que t'es en train d'oublier ton micro. Non, je l'oublie pas, regarde. Ah, d'accord.
En tout cas, voilà ce qu'on pouvait déjà vous dire sur Wurm, un jeu qu'on a beaucoup apprécié ici, avec Shinkage qui nous a fait l'honneur de sa présence. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. Et tu nous présenteras d'autres jeux. En tant que fan, en plus de Willy Favre, tu dois avoir 2-3 jeux à nous présenter. Et j'espère bien avoir l'occasion. On connaît pas très très bien le 7e cercle, à part Thomas qui connaît très très bien Humanidine. On connaît un peu. Hein. Mais voilà, ouais. Attention, je dirais Willy Favre, c'est pas forcément le 7e cercle. Attention. D'accord. Pas forcément. Ok. Ouais. On va pas démarrer le podcast. Oui, non, mais en tout cas, déjà on finit celui-là. Merci à toi. Ah, Fly, j'adore. La touche féminine. Ouais, c'est clair. C'est quoi? Mais, en tout cas, merci d'être venu, Shinkage. Et puis, merci cool. Non, c'est moi qui vous remercie. De nous avoir présenté ce jeu magnifique. Bonne année encore à vous. Passez une bonne année. Pleine de bonnes résolutions rôlistes, de plein de jeux de rôle super. Et puis comme c'est la toute dernière de toute l'humanité, n'oubliez pas de fumer, boire, manger gras, tout ça. Tu crois à la fin du monde? Je ne sais pas, mais je crois 2012, que tout le monde en parle. Les hommes préhistoriques avaient prévu. Bon, allez, à bientôt tout le monde. Au revoir. Bonne partie, au revoir. Salut. Et une petite question, Jeff. Est-ce qu'il y a un monolithe dans Wurm? J'ai un problème de Wurm, mais voilà tout. C'est comme t'as une grosse perte de Wurm, merveilleux quoi.